Tant qu'on a annoncé, nous avons pour nous parler de politique monétaire, de résultats, et de ça nous comptons faire par rapport aux résultats au secteur financier, ainsi que les chantiers sur lesquels nous travaillons et que nous travaillons à la Banque centrale. Alors, ministre de l'économie et des finances, nous parler de rapport qui gagne entre politique monétaire et politique fiscale. Et coordination qui suppose faite pour nous capables de joindre des résultats avec la plus grande efficacité possible. Alors, pour ce qui concerne la politique monétaire, nous avons publié récemment le rapport sur la politique monétaire pour le 3e trimestre. Et qui est-ce que nous sommes capables de retenir dans le dernier développement? C'est d'abord que nous sommes tous capables de constater qu'il y a une reprise des activités commerciales. Et reprise, ça qui explique, c'est une espèce de desserrement des contraintes sur la mobilité des facteurs. Le monde est capable de déplacer plus ou moins d'un point à l'autre dans l'Ouest. Nous ne pouvons pas dire que c'est la même chose, soit sortir dans l'Ouest, soit aller dans l'autre département. Mais quand même, il y a un relatif desserrement des contraintes sur la mobilité des facteurs et des personnes. Nous constatons tout qu'il y a une reprise des activités au niveau des ports et des aéroports. Et surtout, ça a été fait pendant un certain temps, février, mars, etc. Et ça a eu des impacts sur l'offre de biens disponibles dans l'économie. On constate qu'il y a des sorties nocturnes et en même temps, il y a un meilleur approvisionnement des marchés au niveau des pharmacies, au niveau des supermarchés, au niveau des stations d'essence, nous avons un meilleur approvisionnement. Donc, c'est tout ça que nous qualifions comme étant une reprise des activités commerciales. Par contre, reprise des activités commerciales, ça n'a pas accompagné d'une reprise des activités de production qui est même extrêmement important pour nous capables de sortir dans ça que nous capables de relier, on trappe, on piège à la croissance négative. Et le ministère de parler de l'Italien là, nous entrons dans la 6e année consécutive de contraction du PIB. Projection que nous faisons montrer que nous avons fini l'année avec un taux de croissance négative qui est situé entre 3% et 4%. L'autre constat que nous faisons, c'est que il y a une longue période de stabilité du taux de change. Je crois que le journaliste Magic Plan souligné ça. Et qui ça qui explique une longue période de stabilité du taux de change? Il y a un ensemble de facteurs. D'abord, BRH continue à stériliser de manière systématique les liquidités excédentaires dans l'économie à travers le principal instrument que le gain en matière de reprise de la liquidité, c'est les bons BRH. Et l'encours des bons BRH actuellement tourne autour de 19 milliards de gouttes. L'autre facteur que nous sommes capables de citer, c'est qu'il y a une baisse de la demande globale. Et un indicateur capable illustrer baisse de demande, c'est la baisse des importations qui est autour de 10%. Donc, moins de 10% des importations et par rapport à la dernière information que nous avons qui est disponible. Et en même temps, il y a un meilleur approvisionnement du marché d'échange. Il y a plus de dollars disponibles et c'est une offre qui est alimentée par les transferts sans contrepartie. Comme d'habitude, il y a une augmentation des transferts de 12% environ. Et limitez-nous à près de 3,3 milliards de dollars à la fin du mois d'août de 2024. Et dans le contexte, BRH profitait, renforcer son coussin de réserve nette de change. Là, on a tourné autour de près d'1 milliard de dollars par rapport à la fin de septembre de l'année dernière, côté de gain 354 millions de dollars. Et si on prend en réserve brute de change, évalué en mois d'importation, nous avons 6 mois d'importation et qui quand même c'est le double de ça standard international recommandé en la matière. Toutefois, là nous tournons à la question magique de plan, nous avons de fortes pressions inflationnistes en économie. 30% sous base annuelle, 1,1% en variation mensuelle. Ça qui explique qu'il y a un ensemble de facteurs qui sont liés à des rentes de situation. Et à l'insécurité, les droits de passage, les coûts de transport des marchandises qui finalement peuvent répercuter sur le prix final au consommateur. Donc, globalement, c'est une inflation qui est surtout tirée par les coûts que par
une quelconque expansion monétaire. Et gain une caractéristique marché noir gain, c'est que son marché oligopolistique. Donc c'est une structure qui permet d'entretenir un état de rigidité des prix dans l'économie. Ça vrai en Haïti, mais ça vrai aussi dans la plupart des autres économies. Il n'y a pas d'expansion monétaire, il n'y a pas de monétisation du déficit public. D'ailleurs, nous sommes dit là tout à l'heure, pas de financement monétaire, malgré que dans le budget initial de 2023-2024, nous avons une prévision de près de 24 milliards de gouttes. Et cette prévision-là n'a pas été entamée. Donc, on n'a à ce jour aucun financement monétaire. Et dans le budget rectificatif, là, le ministère de l'économie et des finances a ramené à zéro. Donc, zéro prévision en matière de financement monétaire. Alors, par rapport à tout ça, comment nous sommes capables d'analyser la politique monétaire de la Banque centrale? Donc, nous sommes capables de dire que c'est une politique monétaire qui est restrictive. Ça veut dire que nous avons des conditions monétaires serrées avec des taux d'intérêt directeurs relativement élevés et des coefficients de réserve obligatoire tout aussi élevés. On a parlé de 11,5% sur les bons BRH à 91 jours. On a parlé de 54% de coefficient de réserve obligatoire sur les passifs dollars, près de 40% sur les passifs en gold. Alors, résultat, ça, nous avons dit, je mentionné tout à l'heure, c'est gagner en politique monétaire sérieuse, c'est d'abord une approche qui permet de nous poursuivre la stabilité macroéconomique. Mais en même temps, son arbitrage difficile nous fait à l'intérieur de cette approche puisqu'il est presque en contradiction avec la poursuite des objectifs de croissance. Quels sont les résultats? Donc, ce sont des résultats qui, en dessous de ça, n'a pas tonne. Et ça qui explique, c'est un ensemble de facteurs qui ont rapport avec les déséquilibres structurels qui sont dans l'économie. Depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies, nous avons un environnement qui est très complexe. Nous gagnons tout un environnement fait de crises récurrentes qui handicapent toutes les décisions d'investissement. Donc ça, c'est une façon pour me dire non, que la réponse à cette situation ne peut pas être que monétaire. Et les autres politiques publiques doivent venir en coordination avec la politique monétaire pour adresser la question de croissance, la question de création d'emplois. Alors, même si nous avons une zone de resserrement des conditions monétaires, n'empêche que la Banque centrale, à travers l'agenda monétaire pour la croissance et l'emploi, injecté dans l'économie près de 19 milliards de gouttes de 2013 à aujourd'hui. Quels ont été les résultats? Les résultats, certainement, on peut le constater, ont été handicapés au niveau de leur efficacité par les contraintes de l'environnement. On ne peut pas, dans ce contexte-là, dynamiser les investissements. Même si on avait des conditions monétaires extrêmement clémentes, bien les investisseurs ont réfléchi en pile avant pour prendre des décisions d'investir dans l'économie qui n'a pas garantir suffisamment de sécurité. Alors, qui prochaine étape la Banque centrale gagne pour le franchir en termes d'action à entreprendre par rapport à tout constat? D'abord, nous travaillons pour être capable de diminuer la négativité des taux d'intérêt réels. Donc, le taux d'intérêt réel, c'est tout simplement le rapprochement entre le taux d'inflation et les taux créditeurs. Donc, si on prend le taux directeur là, qui est à 11,5%, nous voyons que vraiment, même quand on a déplacement dans les bons BRH, on ressort avec des taux d'intérêt réels négatifs de 30,11,5. Et si nous prenons les dépôts aussi qui dans le système bancaire qui n'est pas rémunéré au-dessus de 3% et autres, et dans certains cas les plus élevés, dépendant du montant des dépôts, mais même là encore, même si vous gagnez 10%, 15% de taux d'intérêt créditeur sur des dépôts, vous avez still gagné un taux d'intérêt réel négatif. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est capable d'encourager l'épargne. Donc, c'est ça qui fait dans la réduction négative du taux d'intérêt réel, ça permet que nous favorisions l'accumulation de l'épargne en good, qui permet que nous financions des crédits, même si ce sont des crédits à court terme, puisque nous n'avons pas qu'à utiliser des ressources hautes au niveau du système pour nous financer des emplois à long terme. C'est ça qui fait qu'on travaille parallèlement sur
le marché financier. Donc, son projet qui a annoncé depuis quelques temps n'a pas avancé avec lui. L'environnement fait que nous n'avons pas qu'à avancer aussi rapidement que nous avons souhaité. Nous avons travaillé tout pour adresser la question de croissance là sous une revisite agenda monétaire pour la croissance et l'emploi. Nous avons essayé de réorienter les priorités sur le plan stratégique pour nous amener les ressources vers le financement des petites et moyennes entreprises qui ont un très fort potentiel de création d'emplois, qui ont un fort potentiel de création de valeur ajoutée. Donc, c'est un vecteur de croissance dans l'économie. Je vais tout annoncer que très bientôt, la Banque centrale, le ministère de l'économie et des finances, avec ses partenaires, dont la USAID, va publier les résultats de Finscope PME, qui c'est une enquête exhaustive qui été réalisée sur micro, petites et moyennes entreprises dans l'économie, qui a un ensemble de caractéristiques composition par genre, les chiffres d'affaires, etc. Donc, sur base de ça, nous parlons que nous sommes capables de faire une catégorisation entre ça qui est micro-entreprise, ça qui est petite entreprise, ça qui est moyenne entreprise, et ça permet que l'autorité gagne des outils pour mieux calibrer les décisions de politique publique, ça permet que les bailleurs qui sont intéressés à encadrer ce secteur, ça, eh bien, il y a bien suffisamment d'informations. Alors, comme conclusion partielle de la première partie, ça me dit là, on a dit que nous avons actuellement un potentiel énorme de rebond sur lequel nous pouvons bâtir, sur lequel nous pouvons adresser cette question de croissance. Mais la condition sine qua non, c'est la question sécuritaire. On doit adresser la question de sécurité pour qu'on soit en mesure d'attirer les investissements. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont été délocalisées par des bouquets et autres. Et ça, nous parlerons un petit peu plus tard, causer des problèmes au secteur financier. Et nous avons évoqué ça un petit peu plus tôt avec le ministre des Finances qui a parlé de l'impact crise sécuritaire là sur le secteur financier. Alors, nous arrivons directement à là dans le secteur financier. Nous avons parlé dans un rapport que nous avons publié déjà de l'impact insécurité sur les ressources humaines. À la fin du premier trimestre de 2023-2024, nous avons près de 626 personnes qui ont quitté le secteur, des cadres qui participent. Mais, en même temps, situation qui a affecté l'entreprise, qui ne fait pas qu'à fonctionner, ça a obligé de fermer. Nous avons des difficultés pour honorer l'engagement envers le secteur financier. Ça fait que le prêt délinquant dans le système a augmenté par rapport avec la période avant. Là, on a parlé d'environ 12,7% comme taux des improductifs dans l'économie. Ça veut dire que c'est des entreprises qui sont en mesure pour repayer normalement leurs engagements, leurs dettes envers le système financier. L'autre problème système financier encore, c'est que il a fait face à des coûts d'exploitation relativement élevés, puisqu'il est obligé de renforcer les dépenses en matière de sécurité pour les cadres qui ont laissé le système bancaire, le système financier. Eh bien, ces institutions-là ont été obligées de doubler les postes et, dans certains cas, de les tripler. Donc, toute dépense ça fait que le coefficient d'exploitation des entités du système financier est en augmentation. Et toutes les entités du système financier sont concernées par cette situation. Qu'il s'agisse des institutions de microfinance, des banques commerciales, des caisses d'épargne et de crédit, ils sont tout affectés par la situation. Nous sommes capables de parler d'environ 59 succursales de banques qui étaient soit vandalisées, pillées, incendiées ou fermées, mais quoi qu'il en soit, ont été dysfonctionnelles. Il y a environ 447 prêts dans le système qui est en difficulté. Bon, ça correspond à près de 122 milliards de gouttes et 68% dans le total, ça concerne le secteur commercial que nous avons parlé tout à l'heure, qui ont certaines reprises que le montrer par rapport à la période récente. Au niveau des entreprises débitrices
du système. Ça a fait entreprise qui gagne dette envers le système. Nous avons 307 qui est en difficulté de repaiement. Il y a près de 174 pour nous là sur le tableau, 174 entreprises qui ne sont pas vandalisées, qui ne sont pas fermées, mais qui de toute façon ont une situation de dysfonctionnalité. Les IMF, les institutions de microfinance, ont une situation tout aussi difficile. Il y a près de 17 000 micro-prêts qui sont en difficulté et près de 969 petites et moyennes entreprises qui sont vandalisées ou non vandalisées, mais qui, dans tous les cas de figure, sont des entreprises qui sont fermées. La décision de la Banque centrale d'accorder des moratoires aux débiteurs du système, son bagage que nous avons introduit depuis Covid, que nous renouvelons à la faveur de crise qui a affecté la situation entreprise. À date, il y a près de 117 moratoires que le système a accordé. Et sur 117 moratoires, ça revient 80, c'est le système bancaire. Et ratio, c'est des institutions, des autres institutions financières, qu'il s'agisse d'institutions de microfinance ou bien caisses d'épargne et de crédit. Moratoire, là, nous sommes conscients que ce n'est pas une réponse qui est curative, qui est capable de permettre de résoudre, d'adresser les problèmes qui gagnent dans le secteur. Mais c'est quand même une décision qui permet à l'entreprise de souffler en attendant que vous joignent un espace pour fonctionner, pour capable de dégager un certain niveau de profitabilité, permettre que vous grandissent et faire face à l'engagement par rapport à système financier. Et moi, je prévois pour nous parler de l'inclusion financière. Mais comme nous avons publié récemment un rapport sur l'inclusion financière pendant 10 ans que nous avons introduit, donc peut-être que nous sommes capables de retourner dans des séances questions-réponses sur ça. Mais nous avons préféré parler qu'on y a de l'autre chantier que nous travaillons sur eux en la Banque centrale. D'abord, moi, je mentionner la question du marché financier avec le volet du marché obligataire. L'idée, c'est que jusqu'à présent, les bons du Trésor émis par le ministère de l'Économie et des Finances, c'est seulement des acteurs institutionnels qui sont capables d'acheter. Le projet, c'est d'élargir les bons du Trésor à des acteurs individuels. On n'a pas avancé dans le chantier. Ça. Deuxièmement, nous avons des discussions que nous engagées avec l'association professionnelle des banques à travers la commission paritaire APB-BRH, côté que nous demandons pour prendre des dispositions pour améliorer la qualité de l'accueil et des services bancaires offerts à la clientèle. Nous travaillons tout sous un module de protection des consommateurs, qui est un pilier de la stratégie nationale d'inclusion financière. Nous avons avec nous, et M. Delem, le membre du conseil, c'est lui-même qui a coordonné le travail qui a un rapport avec le module protection des consommateurs de services financiers. La circulaire 114. Bon, nous avons introduit dans l'économie, nous connaissons pour qui ça là, sur quelle façon pour nous payer transfert. Et au niveau des banques, au niveau des sous-agents, au niveau des maisons de transfert. Nous avons là procédé à une évaluation de 114. Pour nous, ouais, qui dérive qui gagne, qui est écart qui gagne par rapport à disposition que nous prévoyons, qui est écart qui gagne par rapport à objectif que nous avons visé dans le circulaire 114. Et probablement, nous avons acheminé nous vers un amendement de 114. Et un autre point concerné le capital humain. On t'a parlé tout à l'heure de l'impact insécurité à gagner sur la fuite des cerveaux, sur le départ des personnels, des membres du personnel qualifiés au niveau du système financier. Tout secteur confronté à la situation, ça, que dans le secteur financier, que dans le secteur réel. Mais on a parlé là de secteur financier. Et il fait face non seulement à un déficit, à une perte de ressources humaines, mais même avant perte ça,
tu gagné des déficits pour ce qui concerne l'ensemble de filières, l'ensemble de compétences. Par exemple, technologie. Si vous avez besoin d'un administrateur de base de données, un administrateur de réseau, eh bien, en titant dans le système financier, on a battu entre eux pour être capable d'attirer peu de professionnels qui existent en offrant des conditions compétitives par rapport avec le plan. Maintenant, en dans Banque centrale, nous réfléchissons par rapport avec l'apport que nous toujours porté pour la formation du capital humain. Nous envisageons un programme de formation en technologie. Donc, qui permet de nous renforcer la compétence numérique, les compétences numériques dans l'écosystème financier. Et c'est en partenariat avec 4 universités et centres d'enseignement supérieur. Donc, filière que nous avons considérée, c'est administration de base de données, administration de réseau, cybersécurité, intelligence artificielle. L'objectif, c'est d'arriver à former entre 150 et 200 étudiants sous un horizon de 3 ans. Et c'est avec des degrés de diplôme qui sont dans certificat pour arriver jusque dans le doctorat. Ils sont capables de concerner toutes les régions, pas seulement dans Port-au-Prince, mais dans toutes les régions du pays. Il y a un centre d'enseignement supérieur qui a déjà commencé avec le programme là. Nous avons des annonces publiques et pour tout le monde qui est intéressé, capable d'aller inscrire dans le programme ça, que la Banque centrale pour le financer et éventuellement nous sommes capables de faire un partenariat avec la Banque mondiale avec laquelle nous avons discuté pour un appui financier au démarrage